Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors, hop, je vais vous dire bonjour, voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue alors pour ce nouveau webinaire IF Prof spécial consacré toujours à vos solutions, partage d'idées, d'initiatives pour faire face à cette crise sanitaire, dans cette situation de confinement généralisé et pour pouvoir un peu mutualiser toutes vos idées, toutes vos solutions pour justement continuer à remplir vos missions, que ce soit au niveau de l'enseignement ou là, aujourd'hui, ce qui va nous concerner, c'est la programmation culturelle à distance. Car oui, continuer à avoir une programmation culturelle, à maintenir le lien avec ses apprenants, les membres de ces structures, c'est tout à fait possible, même dans cette situation très compliquée. Voilà, donc je pense que vous avez déjà entendu parler de tout ce que le ministère de la Culture organise autour de Culture chez nous, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Nous, ici à l'Institut français de Paris, on propose aussi beaucoup de choses. Donc voilà, moi je serai aujourd'hui avec vous pour vous accompagner et vous présenter nos intervenants. Donc juste pour vous rappeler, donc moi c'est Martin Lafitte, hein, je suis responsable des questions de développement des publics à l'Institut français de Paris. Et je serai encore une fois aujourd'hui accompagné de mon compère de webinaire, Jérôme Carujo, qui s'occupe de l'éducatif numérique, du numérique éducatif aussi à l'Institut français de Paris et qui va vous accompagner sur le chat. Voilà, donc comment maintenir le lien, on va vraiment parler de tout ça, comment être créatif et proposer des activités sociales et culturelles à distance. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir avec nous donc plusieurs intervenants. Alors d'abord nos collègues de l'Alliance française de Paris-Île-de-France, Flore Bénard et Angela Louis, qui sont avec nous. Voilà, bonjour. 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 Et nous aurons aussi le retour d'expérience de notre collègue de l'Alliance française de Querétaro au Mexique, Yann Lapoire. Bonjour. Bonjour Yann, bienvenue. Alors, je sais qu'il est un peu tôt chez toi, hein, j'espère que tu as beaucoup de café pour tenir le choc. Voilà. Et nous serons aussi donc, avec Marie-Charlotte Baoudour qui s'occupe du projet Culture Tech, de la plateforme Culture Tech à l'Institut français de Paris. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre aujourd'hui, donc vraiment merci beaucoup. Je ferai pas mal de petites annonces aujourd'hui encore comme d'habitude, surtout à la fin de ce webinaire. Et juste encore une fois, pour vous rappeler, comme chaque semaine, vous avez le chat où vous pouvez poser toutes vos questions et interagir entre vous. Jérôme sera là pour aussi répondre à vos questions. Pour toutes vos questions qui sont vraiment destinées à nos intervenants, merci de les écrire dans la partie questions que vous voyez encore en haut à droite de votre écran. Et donc, Jérôme pourra me les faire remonter et puis on pourra un peu interagir avec nos intervenants aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi qu'à chaque fois, on vous pose quelques petites questions pour mieux vous connaître, savoir si nos webinaires vous intéressent et de savoir un petit peu quelles sont vos professions. Donc, tout ça, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à notre petit sondage, voilà, où il y a quelques petites questions, je crois 5 aujourd'hui, ce qui nous permet ensuite d'adapter un petit peu notre offre de webinaire. Voilà, donc je pense que c'est tout pour moi pour le moment. Et donc, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à nos collègues de l'Alliance française de Paris-Île-de-France qui vont nous parler de ce qu'ils mettent en place pour garder le lien avec leurs apprenants, leurs membres et tout ce qui a trait à la culture à distance. Voilà, c'est à vous, mesdames. Merci, Martin. Merci, Martin. Alors, je lance le diaporama. Voilà, et en attendant, je me présente. Donc, je suis Flore Bénard. Je suis responsable du service culturel et bibliothèque à l'Alliance française de Paris. Alors, c'est un service qui est double, comme son nom l'indique, avec deux profils, celui des coordinateurs culturels et aussi celui des médiathécaires autour d'un projet commun autour de la médiation culturelle à destination d'un public d'apprenants de français langue étrangère.
Et bonjour à tous, donc moi c'est Angela Louis, donc je suis coordinatrice culturelle à l'Alliance française de Paris, en charge de la programmation et de l'animation des activités culturelles, et je coordonne également des séjours d'immersion linguistique et culturelle pour tout niveau de français, et notamment des séjours touristiques pour débutants que nous allons lancer très prochainement. Alors, notre intervention, elle sera autour de la genèse et du développement d'un projet virtuel, d'un rendez-vous virtuel pour les apprenants de l'Alliance de Paris. Alors, pour être un peu plus généraliste, avant de rentrer dans le cœur du sujet, la programmation culturelle qu'on propose à l'AF de Paris s'adresse à environ 44 000 participants par an, hein, à la fois nos apprenants, mais un public externe lors d'événements qui sont largement ouverts aux extérieurs, aux Parisiens. Et ça représente un volume d'environ 150 activités par année. Et si on se focalise plus sur les activités à destination des apprenants, en fait, ils sont 56% d'entre eux à adhérer à notre projet culturel et à participer régulièrement à nos activités. Ce sont des activités qui sont gratuites et qui sont proposées en complément des cours en présentiel. Et au cœur de ce projet, c'est la médiation culturelle pour permettre à ces apprenants, et on verra qu'ils ont des profils très différents puisque ça va du niveau A1 au niveau C1. Hein. Notre but, c'est leur faciliter l'accès à la culture française avec un focus, une facilitation sur le vocabulaire, sur l'accès, la compréhension de tout cet environnement culturel. Alors, pour dire rapidement nos publics, hein, bien sûr, plus de 100 nationalités qui se retrouvent à Paris, hein, sur notre campus. Alors, boulevard Raspail, mais aussi dans des campus extérieurs et des écoles partenaires ou de grandes écoles. Donc, des profils qui vont du touriste culturel, qui est de plus en plus présent dans nos murs, mais bien sûr des professionnels qui travaillent à Paris, et puis des étudiants, comme je le disais. Alors, leurs objectifs, bien évidemment, c'est d'abord d'apprendre le français, et donc, du coup, les activités culturelles sont présentes pour poursuivre l'apprentissage, mais dans un autre cadre. Alors, on a mis le hashtag « apprendre autrement », c'est vraiment ça, leur proposer de pratiquer le français, d'interagir avec eux, entre eux, avec nous, mais d'une façon différente, en dehors de la classe. L'important aussi, hein, c'est tout l'aspect parisien, l'immersion dans la culture française francophone, avec un fort attachement à la capitale, on ne vous le cache pas, dont on se sert, hein, on se sert pas mal des clichés et de leurs appétences pour leur proposer des choses qui correspondent. Et puis une volonté de rencontrer d'autres apprenants, d'avoir des rencontres qui soient autour de la convivialité, et puis aussi l'envie de rencontrer des Parisiens, de devenir… on a un hashtag qui est comme un Parisien, c'est une des demandes, c'est assez récurrent dans ce que les étudiants veulent nous partager de leur projet. Alors, à quoi ça ressemble notre programmation? En fait, ce sont d'abord des axes thématiques. Donc, là, vous avez l'exemple, hein, de notre programmation pour les apprenants pour mars et avril. Hein. Ce n'est pas une programmation qu'on a eu la chance de dérouler dans son intégralité, malheureusement. Donc, c'est des thèmes, un thème autour de l'écriture, la littérature en mars, et puis en avril autour de la gastronomie, là, vous voyez, donc des thèmes forts qui se déclinent en des typologies d'événements assez différentes. Hein. Donc, vous avez visite, soirée, exposition, etc. Alors, si on décline un peu plus la typologie, ça va de visites autour du street art ou des artisans comme des relieurs, jusqu'à une balade dans Paris pour aller à une soirée ultra cliché qui s'appelle soirée oh là là, avec béret, baguette et marinière. Donc voilà, une typologie assez large dans les événements qu'on propose aux étudiants pour répondre aux objectifs que je vous ai présentés plus avant. Alors, notre approche, c'est celle de la médiation culturelle à destination d'un public FLE, hein, comme je vous le disais. Alors, pour cela, nous avons élaboré,
Angela a proposé une charte qui s'appelle Accompagner, que vous voyez dans la partie gauche de la présentation, qui nous guide et qui guide tous les accompagnateurs, animateurs, participants dans ce qu'on souhaite présenter aux apprenants de la culture française et la démarche qu'on engage, notre attitude, tout ce qu'on doit mettre en place pour que les activités se déroulent dans les conditions idéales, celles qu'on souhaite. Et puis, alors ça inclut bien sûr une partie importante autour de la médiation orale. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'un étudiant A1 profite aussi bien de cette activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Vous avez vu des typologies assez différentes, mais qu'il en profite aussi bien qu'un étudiant qui maîtriserait mieux la langue française. Alors pour ça, sans rentrer plus précisément dans notre dispositif de médiation, mais pour ça, et vous le retrouverez un peu plus tard dans la suite de la présentation avec Angela, on a des outils comme beaucoup. Donc ça va du TNI qui est très utile quand on est dans une classe. On a des activités qui sont dans des classes. Et jusqu'au paperboard, quand on est dans nos salles à grande capacité, où on note au fur et à mesure les termes du conférencier ou de notre intervenant. On a aussi, bien sûr, quasi systématiquement des livrets papier qui accompagnent l'activité, avec des éléments clés de vocabulaire, beaucoup d'illustrations, ce qui évite aux étudiants de prendre des notes comme ils ont l'habitude de le faire. Et puis, quand on est en extérieur, on a des tablettes qui permettent d'illustrer, mais aussi de prendre des notes, d'expliciter des termes de vocabulaire. Bref, toute une panoplie d'aides pour la compréhension orale et écrite pour les apprenants. Ce sont tous ces éléments qu'on a gardés à l'esprit quand il a fallu, quand il s'est agi de proposer une continuité, on va dire, virtuelle à nos activités habituelles. Alors, on a commencé par des contraintes parce que il nous fallait choisir le même outil que, en l'occurrence, Zoom, qui est utilisé dans nos classes, pour éviter de perdre les étudiants en cours de route. C'était déjà assez difficile pour eux de s'adapter. Donc, voilà. Une des contraintes, c'était l'utilisation du logiciel Zoom. Et puis, les moyens dont on disposait, c'est une équipe réduite à sa moitié. Donc, on est encore 5 à proposer ces activités à tour de rôle. Tout en continuant, l'équipe continue, donc à la fois bibliothécaire et coordinatrice culturelle, continue à assurer les tâches de fond. Donc, on a dû faire preuve d'adaptabilité, se réinventer, surtout quand on n'était pas forcément habitué au télétravail. Donc cette équipe-là a réfléchi, comme on a l'habitude, autour d'une fiche projet. Et puis, notre tempête de cerveau a accouché de quelques mots, quelques hashtags comme ça, pour en extraire, on va dire, les éléments qui nous intéressaient plus particulièrement de proposer aux étudiants. Et on avait besoin, à cette époque de convivialité, on avait besoin de se retrouver, d'échanger. Et puis, les étudiants nous manquaient déjà. Donc voilà, et tout ce nuage de tags nous a permis, en le faisant passer à nos collègues de la communication, de commencer à réfléchir, même si l'activité n'était pas encore tout à fait calée, au moins sur une identité visuelle qui devait prendre de l'avance pour annoncer le retour des activités culturelles pour les apprenants. On avait vraiment envie de leur donner la bonne nouvelle et ça, on l'a fait dès la première semaine du confinement. L'identité. Alors, on avait le terme Alliance Café est venu assez rapidement parce qu'on était sur la convivialité. Et puis, c'est quelque chose. On a beaucoup décliné la notion de café parisien avec nos étudiants. Donc, on a un logo que vous voyez en haut à droite. Et puis ensuite, alors on est à fond dans les clichés, bien évidemment, la marinière. Marinière qu'on va retrouver, puisque ça sera notre signe de reconnaissance dans nos grandes classes Zoom où on ne nous voit pas forcément. L'annonce de l'activité du jour, elle est sous forme d'un menu avec le plat du jour. Et puis, on a, vous voyez dans la partie gauche, notre graphiste a fait vraiment merci Adrien, c'est un super travail avec l'ardoise du menu de la semaine. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé pour une programmation qui se voulait plus virtuelle.
Oui, alors après avoir donné forme graphiquement à l'Alliance Café, eh bien, c'est poser la question de son format, de sa fréquence, de sa durée, des thèmes que nous allions aborder avec les étudiants. Alors, tout d'abord, au niveau de la fréquence, eh bien, lors de la première semaine, on a commencé avec un rythme quotidien pour être présent quotidiennement pour nos étudiants après chaque session de cours. Et puis, lors de la deuxième semaine, on est passé à un rythme de 2 fois par semaine, donc le mardi et le jeudi, pour, encore une fois, être cohérent avec notre nouvelle offre de cours en ligne qui se déploie le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, appuyer, ponctuer l'apprentissage en classe par des sessions culturelles. Et aussi, ça nous permettait donc d'avoir des moments, d'autres moments dans la semaine pour décliner d'autres types d'activités. Au niveau de la durée, donc on est sur du 16h, 17h. Donc voilà, après, on reste souple, hein, on ne va pas les interrompre parce qu'il est 17h05, bien sûr que non. Mais en tout cas, ce format de 1 heure nous permet de ne pas perdre en dynamisme. Et ce qui était important pour nous, c'est vraiment d'avoir un rendez-vous, d'avoir des moments réguliers à heure fixe pour fidéliser notre public d'apprenants. Et puis, au niveau des thèmes, hein, comme a pu l'évoquer Flore juste avant, notre volonté, c'était vraiment de permettre aux apprenants de retrouver la diversité des typologies d'activités que nous avons en présentiel à travers ce lieu unique et virtuel, donc l'Alliance Café. Et donc d'alterner entre, vous pouvez le voir, de la gastronomie, de la littérature, des musées ou encore un thème très, très attractif, les clichés sur les Français. Donc voilà, on a peint les murs de notre café, on a mis l'ardoise sur la porte, on a nos horaires d'ouverture et de fermeture, mais concrètement, comment ça se passe quand les apprenants entrent dans ce café ? Alors, donc, au niveau du cadrage, bien suite à nos premières sessions, on a cherché à capitaliser notre expérience et à cadrer au mieux cette activité. Et ce cadrage est d'abord passé par une répartition des rôles de chacun, des personnes mobilisées sur cette activité, pour assurer la fluidité pendant l'événement. Et c'est aussi passé par l'établissement d'une feuille de route. Donc, une feuille de route reprenant les éléments importants à dire aux apprenants au début de chaque Alliance Café pour voilà, poser un cadre, mettre en place un environnement bienveillant, convivial et rassurant pour tous. Donc, au niveau de cette feuille de route, donc tout d'abord, il y a les présentations, présentation de l'équipe. Donc, comme a pu le dire Flore, on porte toute une marinière pour être facilement reconnaissable. Et puis aussi, au niveau de notre nom, on a le tag Alliance Café. Comme ça, ils peuvent facilement nous reconnaître parce que voilà, il y a des nouvelles personnes à chaque session. Présentation donc de l'équipe, de l'Alliance Café, des étudiants s'ils souhaitent se présenter. Hein. L'idée, ce n'est pas de pousser les timides à parler dès la première minute de l'Alliance Café, hein, mais en tout cas, ça nous permet aussi d'observer, de savoir quel niveau de langue sont présents dans ce café et donc après d'ajuster voilà, notre présentation. Ensuite, deuxième point, la présentation de l'espace Zoom, de cette interface. Comment s'en servir, comment interagir entre eux, avec nous. Alors, pour certains apprenants, voilà, ils connaissent déjà cette plateforme à travers leurs cours en ligne. Pour d'autres, c'est tout nouveau. Donc, en tout cas, on insiste sur la barre de chat que vous pouvez voir donc sur la capture d'écran à droite où ils peuvent communiquer avec nous. Et puis aussi en bas, on a un exemple de réaction d'emoji avec le pouce levé ou les mains qui applaudissent pour voilà, interagir avec tout le monde. Ensuite, il y a les bonnes pratiques. Alors, comme voilà, Martin a pu le faire aussi avec nous là, juste avant le début du webinaire, c'est l'idée d'énoncer quelques règles pour que la séance soit la plus agréable pour tout le monde. Donc, par exemple, très concrètement, couper le micro s'il y a des personnes autour de l'apprenant qui sont en train de parler pour qu'on puisse bien entendre la personne qui est en train de parler pendant l'intervention. Voilà, c'est des petites règles pour que tout se passe bien et pour bien vivre ensemble, bien zoomer ensemble.
Et enfin, les deux derniers éléments, les objectifs de l'activité. Pour nous, c'est vraiment très important à chaque fois de rappeler pourquoi on fait ça, pourquoi on leur propose cette activité. Voilà, les objectifs culturels, tout comme ils peuvent avoir les objectifs en classe, remettre du sens et leur dire ce qu'on souhaite leur apporter à travers cette activité. Et enfin, donc le matériel d'accompagnement, donc tous les supports qu'on va déployer tout au long de l'Alliance Café pour les accompagner. Donc au niveau des supports, tout d'abord le PowerPoint. Alors le PowerPoint, on ne l'a pas utilisé tout de suite. Pendant notre première session, notre première Alliance Café, on partageait notre écran pour montrer des photos ou des vidéos, mais on n'avait pas encore testé le PowerPoint. Et quand on l'a testé, eh bien, on s'est rendu compte que les apprenants étaient beaucoup plus à l'aise pour parler. Donc, alors que nous, on avait un petit peu peur justement que le PowerPoint enferme, que voilà, nous, ça nous enferme aussi dans une présentation. Et au final, le fait d'accompagner l'oral par l'écrit, d'avoir un support écrit, eh bien, ça les rassurait, ça les mettait à l'aise, ça rassurait les plus timides, ça enthousiasmait les amoureux de la langue et de la culture, et ça faisait gagner du temps aux plus studieux qui prenaient des notes pendant les alliances café. Donc, on vous montrera un petit exemple à la fin de notre présentation, notamment au sujet du PowerPoint. On a aussi donc d'autres supports qu'on a pu tester tout au long de notre Alliance Café. Donc l'utilisation systématique d'un Google Doc partagé. Donc on partage le lien en début de session sur le chat. Donc c'est vraiment un peu notre paperboard virtuel où on prend en note les termes qui ont été dits soit par nous ou par les étudiants. En fait, c'est vraiment collectif, l'apport de tous ces documents-là que je vais évoquer dans quelques instants. Donc, le Google Doc, voilà, ça peut être les termes, les mots-clés utiles et aussi des ressources, des liens pour aller plus loin, donc pour continuer l'activité en autonomie tranquillement. On a aussi utilisé une carte interactive avec Google My Map. Et ce qui est super aussi, enfin très très chouette, c'est que voilà, par exemple là c'est un exemple de musée, mais pour les lieux préférés à Paris, chacun a contribué. Voilà, c'est une carte collaborative où chacun met ses bons plans, ses musées préférés sur cette carte. Et enfin, une playlist sur YouTube, là c'était pour un Alliance Café sur le cinéma, où au fur et à mesure des échanges avec les étudiants, où ils nous conseillaient plein de films de leur pays, on alimentait cette playlist avec leurs recommandations. Voilà au niveau des autres supports. Après, voilà, on a encore plein de choses à tester. On est dans un processus d'amélioration continue. Donc, si on peut dresser un bilan après ce premier mois d'activité culturelle, en tout cas, on peut remarquer qu'on a eu un nombre de participants croissant. Le nombre a augmenté après chaque session. On a un bon noyau de fidèles qu'on est toujours très heureuse de retrouver à chaque fois, mais à chaque fois aussi, on a justement des nouvelles personnes qui nous retrouvent, donc c'est super. On a remarqué que les thèmes plaisaient, que voilà, c'était attractif et que en tout cas, c'était pas passif. Ça suscitait des interactions, les échanges étaient très dynamiques et pas seulement avec nous, mais aussi entre eux. Donc ça, c'était vraiment super aussi de voir que les conversations se menaient entre les étudiants à différents endroits de la planète. Donc des alliances café qui, au lieu de faire 1 heure, peuvent faire jusqu'à 1h30, c'est ce qu'on vous a pas dit. Mais ça papote tellement dans nos rangs que voilà, c'est très interactif. Donc maintenant, on en tient un peu plus compte, mais ça a été assez marquant. Oui, voilà. Et enfin, au niveau de notre public, eh bien, beaucoup de profils variés, aussi bien au niveau de l'âge que de la zone géographique, que du niveau de français. Et puis, la très bonne surprise, c'est que on a retrouvé beaucoup de nos anciens étudiants, même des étudiants qui avaient fréquenté le boulevard Raspail en 2018, qu'on retrouve à travers cette alliance café. Donc, voilà, c'est vraiment un mélange entre les étudiants qu'on a juste quittés 1 mois auparavant et des étudiants qu'on n'avait pas vus depuis
depuis 2 ans. Et aussi pour la petite anecdote, on a aussi un étudiant qui, lui, était très souvent à la bibliothèque dans nos murs, mais ne participait pas aux activités culturelles, et est désormais présent sur tous les Alliances Café. Donc, comme quoi cette activité, en tout cas à distance, a servi de porte d'entrée pour cet étudiant vers l'apport culturel au sein de l'Alliance française de Paris. Et puis, sans doute, le fait que les étudiants aient la possibilité de couper leur caméra permet aux plus timides, dont faisait partie l'un de nos étudiants, de continuer à être là, d'allumer la caméra juste le temps de poser une question et de repartir. Voilà, alors les pistes, la suite… Je peux juste t'interrompre là un petit peu, parce qu'on a des petites questions très concrètes, en fait, par rapport déjà à l'inscription. Alors, comment les gens s'inscrivent à vos rendez-vous? Est-ce que vous envoyez une newsletter? Comment ça se passe? Est-ce que vous limitez le nombre de participants à vos sessions ou pas du tout? C'est une communication qui a pas mal évolué entre le premier rendez-vous et les suivants. En fait, il s'est agi d'abord, vous avez vu les éléments de communication, de publier l'annonce sur les réseaux sociaux et ensuite d'indiquer aux étudiants qu'ils seraient invités. Donc, nous avons pris la liste des apprenants qui étaient inscrits entre janvier et mars dans nos murs, dans nos cours. Nous leur avons adressé le lien, on va dire, profond vers la session Zoom. Donc, en fait, c'est nos étudiants qui ont été invités. Dans un second temps, on a souhaité aussi inviter nos anciens étudiants. Ils se manifestaient sur nos réseaux sociaux en disant moi, je suis rentrée chez moi il y a 2 mois et j'aimerais bien me joindre à vous. Et dans ce cas-là, en fait, on a autorisé par vague, on va dire, les anciens étudiants sur l'année précédente à nous rejoindre. Donc, ce qui nous permet de contenir le volume et de rester dans une interactivité intéressante pour eux. Je dirais que le scoop pour la suite, c'est qu'on va du coup maintenant ouvrir plus largement nos Alliances Café, puisque mardi prochain, et vous êtes invités, on a une intervention autour de la gastronomie française par l'une de nos intervenantes spécialistes avec qui on fait les balades gastronomiques dans Paris. Et il y aura donc un nouveau lien qui n'est pas celui de nos Alliances Café habituelles, mais qui sera ouvert à un beaucoup plus large public. Donc, on vous mettra le lien et vous pourrez y accéder. Ah, c'est génial ça, super. Et encore une autre question concrète, parce que dans vous parlez de présentation justement pour vos… Donc, il y a beaucoup de questions sur comment vous gérez les tours de parole, quel est le rôle des participants, est-ce qu'ils sont plutôt passifs, est-ce qu'ils sont actifs, comment ça s'organise? Je crois que tu as un exemple concret justement que tu voudras passer tout à l'heure. Mais… À la fin, on a essayé de vous faire une petite sélection qui n'est pas la plus didactique, mais qui en tout cas, ça donne un exemple de l'ambiance qu'on essaye de maintenir dans ces Alliances Café qui doivent être assez éloignées d'une présentation magistrale. Et comme je disais, il y a vraiment des moments très bavards et on les laisse parler entre eux, on les laisse se poser des questions aussi. Nous, on a vraiment un rôle d'animateur. On a toujours tenu ce rôle-là dans nos animations. Hein. C'est vraiment ça. On n'est pas dans le rôle du prof, très clairement, même si on peut donner des mots de vocabulaire, même si on peut expliquer des mots. Mais voilà, je ne sais pas si Angela, tu veux compléter sur l'interaction. Non, c'est totalement ça. En tout cas, présentation, c'est peut-être pas effectivement le bon terme. En tout cas, à chaque fois, c'est leur apporter du contenu culturel et faire en sorte de susciter les interactions dans un climat de bienveillance et aussi, voilà, à travers des activités brise-glace aussi ou des quiz, etc. Donc, mélanger un petit peu les apports peut-être aussi voilà, plus culturels, où on va effectivement parler de la fabrication du fromage, mais après leur poser des questions et eux vraiment qui prennent la parole et qui nous partagent aussi leur expérience quotidienne en France ou du fromage à l'étranger, par exemple. J'avais vu aussi une question sur la gestion de la disparité entre les niveaux. C'est vraiment au cœur de notre médiation culturelle. C'est-à-dire qu'on a toujours pris l'habitude de demander aux étudiants, niveau par niveau, de se présenter. Et ça veut dire aussi qu'on se focalise sur les plus petits niveaux et on les regarde. C'est d'où l'intérêt de la caméra. On fait ça aussi quand on est en pleine animation, hein, pour vérifier leur niveau de maîtrise. Et on ajuste en fonction. Quitte à leur poser des questions à eux, mais comme font les profs aussi en classe, hein, leur dessiner des questions pour vérifier qu'ils aient bien compris. Mais ils sont suffisamment en confiance, il faut dire qu'on se connaît aussi. Hein. On a eu la chance de se rencontrer avant, donc ils savent nous poser les questions en général quand ils ne comprennent pas le sens des termes.
D'accord. Et juste une dernière question, c'est payant ou c'est gratuit? Alors, c'est comme nos activités culturelles, elles sont intégrées en fait à notre offre de cours, c'est très important. Et donc, c'est gratuit, réservé aux étudiants. Voilà. C'est vraiment dans la poursuite de notre programmation en présentiel. On a vraiment voulu une continuité. Ok, super. Et après, on a aussi une question sur la mutualisation, mais je pense qu'on la reprendra à la fin parce que ça s'adresse à tout le monde, à mon avis. Donc, on en parlera plus tard. D'accord. Je vous laisse terminer et puis on donnera la parole à Yann après. D'accord. On va essayer de reprendre la présentation. Est-ce qu'elle est de retour? Oui. Donc les suites, la prochaine étape, c'est interroger encore plus nos étudiants. Vous avez vu qu'on a aussi une grosse proportion d'anciens étudiants, de ceux qui sont retournés dans leur pays ou qui nous avaient quittés quelques mois auparavant. Mais on voudrait se focaliser sur ceux qui sont actuellement en cours, hein, puisqu'on propose une vingtaine de classes chaque semaine. Et donc, voir leurs impressions sur notamment le positionnement, l'heure, la fréquence, si les thèmes continuent à les intéresser. Donc voilà, puis avoir quelques suggestions. Diversifier les activités proposées, je vous en ai parlé, c'est changer de typologie, mais aussi ouvrir de temps en temps cette Alliance Café à un public externe. Voilà. Et puis l'une des prochaines étapes aussi, c'est joindre notre communauté élargie. Alors, on a 20 000, je pense, contacts d'anciens étudiants qu'on souhaiterait inviter à nous joindre dans des activités culturelles pour garder du lien. On y voit vraiment une opportunité de poursuivre la création de cette communauté élargie des étudiants qui sont passés un jour, comme le disait Angela, boulevard Raspail. Et donc, parce qu'on sait tous que demain sera jamais tout à fait comme avant, on en tire des conclusions qu'on veut les plus positives possibles. D'abord, suite aux remarques de nos étudiants, la possibilité de suivre nos événements culturels type rencontres littéraires, pourquoi pas concerts ou rencontres avec des intervenants en direct, faire beaucoup plus de live pour leur permettre même de retour dans leur pays, de garder un lien important avec l'Alliance de Paris et avec la France. Oui, puis le lien aussi, il doit passer par l'Alliance Café, hein, l'Alliance Café qui s'est ouvert donc à distance et qu'on ne veut pas refermer trop vite et donc retrouver aussi en présentiel en proposant donc un rendez-vous culturel et virtuel pour notre communauté d'étudiants, pour les anciens étudiants qu'on vient de retrouver à travers cette Alliance Café, qu'on ne veut surtout pas abandonner. Donc voilà, intégrer aussi du virtuel dans la programmation culturelle à travers ces rendez-vous de conversation et d'échange. Et puis, venir en appui à l'offre de cours en ligne avec des modules culturels asynchrones pour proposer une expérience Alliance complète à distance pour nos apprenants. Donc voilà au niveau des perspectives. Alors pour terminer, donc on va vous partager un petit exemple d'un Alliance Café. Alors, avant de commencer, on fait un petit point vocabulaire pour être sûr que c'est bon pour vous. Donc au-dessus, autour du fromage, pour le protéger, nous trouvons la croûte. La croûte. Vous connaissez un autre aliment pour lequel on parle de croûte? Le pain. Le pain, exactement. Le pain, ouais. Ça charge. Voilà, donc c'est ce qu'on trouve à l'extérieur. Et donc à l'intérieur, comment on appelle ce qui est à l'intérieur du fromage? C'est bon, ça marche de votre côté, non? Sinon, je peux peut-être le faire de mon côté. La pâte. La pâte. Donc ça, c'est
De mon côté, ça fonctionnait. Mais, nous, on voyait bien la vidéo, mais je ne sais pas si c'était le cas pour tout le monde. Oui, ça avait l'air de marcher, nous dit Sabrina. Pardon, c'est mauvaise manip. Désolé, c'est de ma faute. Il a coupé court au fromage. Vous pouvez relancer, désolé. Alors, c'est reparti pour la croûte du fromage. Et on n'a pas situé que c'était une séance sur les fromages de France. Hein. On fait un petit point vocabulaire pour être sûr que c'est bon pour vous. Donc, au-dessus, autour du fromage, pour le protéger, nous trouvons la croûte. La croûte. Vous connaissez un autre aliment pour lequel on parle de croûte? Le pain. Le pain, exactement. Le pain, ouais. Voilà, donc c'est ce qu'on trouve à l'extérieur. Et donc, à l'intérieur, comment on appelle ce qui est à l'intérieur du fromage? Miel. La pâte. La pâte. La pâte. Donc ça, c'était pour partir sur les mêmes bases de vocabulaire. Donc la croûte et la pâte. Ça va pour tout le monde? Ouais. Alors du coup, on peut parler des étapes de la fabrication du fromage. Il y a 46 étapes, donc préparez-vous pour une quarantaine de diapositives. C'est parti. Non, c'est pas vrai. On a beaucoup moins que ça. Donc la première, c'est le caillage. Vous vous souvenez de ce que vous a expliqué tout à l'heure, Angela, le lait caillé? Ouais. En fait, ça ressemble à ça. Voilà, petit extrait de notre atelier fromage où on part à la découverte des fromages de France et où là, on allait commencer à parler donc des différentes familles de fromages. Et donc, voilà, au niveau des différents niveaux de langue, justement, des disparités, eh bien, proposer les mots de vocabulaire utiles qu'on va utiliser après fréquemment pour que tout le monde parte sur les mêmes bases, comme pouvait l'expliquer Flore dans la vidéo. Voilà. Donc voilà, je vois qu'il y a encore pas mal de questions. N'hésitez pas. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors bon, on va peut-être pas pouvoir répondre à tout, bien sûr, mais bon, il y a des questions sur l'outil Zoom. Voilà, parce qu'il y a des petits articles là, qui commencent à fleurir à droite à gauche par rapport à Zoom. Est-ce que vous continuez à utiliser cet outil? Est-ce que vous réfléchissez à utiliser quelque chose d'autre? On a évité de se poser trop de questions. C'est vraiment très important pour nous de rester dans la ligne des cours. Et donc, si c'est l'outil qui était le plus utile pour à la fois permettre d'avoir puisqu'on utilise les logiciels de TNI aussi et une plateforme, et Zoom était le bon outil pour les cours. Donc, du coup, je dois avouer que la question ne s'est pas posée. On s'est formé rapidement à l'utilisation de Zoom, ça nous a semblé assez simple et puis plus ça va, plus on l'apprivoise, on commence à améliorer la fluidité. Ouais, dans l'urgence, oui, tout à fait, Martin. Bien sûr, bien sûr. Et juste pour conclure, donc sur les tours de parole, vous laissez le micro de tout le monde allumé? Est-ce qu'il y a des règles particulières pour qu'il n'y ait pas trop de cacophonie? Justement, donc au début, on précise que s'ils souhaitent prendre la parole, ils peuvent lever la main aussi. Nous aussi, on s'applique à nous-mêmes pour parler, et que s'il y a des bruits autour d'eux, un chien qui aboie, par exemple, pour parler de manière empirique, ils peuvent couper le micro et voilà, on n'hésite pas aussi à le remettre dans le chat pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Mais après, ça se régule plutôt bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flore, mais en tout cas, voilà, c'est au niveau de la répartition de la parole, on n'a jamais eu de cacophonie. Ça s'enchaînait assez bien. Ceux qui sont habitués aux classes ont les bons réflexes, et puis ceux qui nous rejoignent et qui pour l'instant ne suivent pas des cours dans des classes virtuelles, eux, petit à petit, ça s'améliore. Enfin, voilà, c'est… Excellent. On peut monter, au-delà d'une trentaine de personnes, c'est vrai que ça peut devenir une cacophonie, en effet. Donc, bien définir les règles, quoi. C'est vraiment le mot d'ordre. Merci beaucoup. Vraiment, on vous retrouvera de toute manière à la fin du webinaire pour répondre peut-être encore à 2-3 questions tous ensemble. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour ce partage. À tout à l'heure, oui. Il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur l'accès à vos activités, des idées de partager avec la communauté. Donc ça, voilà, c'est une question à laquelle on pourra répondre plus tard. Voilà, donc maintenant, je vais essayer d'accueillir Yann parmi nous. Est-ce que tu es toujours là, Yann? Je suis là. Excellent, voilà. Bonjour, je te laisse après l'intervention de l'Alliance française de Paris. On va partir au Mexique alors et voir un petit peu ce que vous faites, vous aussi, au niveau culturel, pour entretenir un peu la curiosité
vos apprenants, des gens qui vous suivent, et puis leur donner accès à la culture comme vous le faites toute l'année. Ça marche. Je te remercie. Merci aux collègues de l'Alliance française de Paris pour cette intervention très intéressante qui donne pas mal d'idées. Merci encore Martin et merci à l'Institut français pour cette invitation à partager très modestement notre expérience à Querétaro, et merci aussi de manière plus générale pour l'organisation vraiment régulière de ces webinaires dont j'ai suivi assidûment les précédents épisodes. Je crois que c'est vraiment une très bonne initiative, cette idée de partage, de dialogue entre nous. On voit, on est pratiquement 300 ce matin, enfin cet après-midi. Il y a une force du réseau et je crois que c'est vraiment très, très utile, et surtout en cette période de crise. Justement, je pense qu'après plusieurs semaines de crise à l'échelle mondiale, on sait désormais que ce que l'on vit est plus qu'une crise sanitaire, plus qu'une crise économique. C'est aussi et surtout une crise de valeur, une crise de sens. Et dans ces moments, on sait l'importance, plus que jamais, l'importance de la place de la culture et des arts dans nos vies. Non pas simplement pour occuper ceux d'entre nous qui, entre guillemets, ne sont que confinés, ne sont pas contraints d'aller risquer leur vie quotidiennement, mais aussi parce qu'en tout temps, les artistes ont eu et ont un rôle à jouer dans nos sociétés, un rôle à jouer pour nous éclairer sur ce que nous vivons et peut-être aussi imaginer des lendemains meilleurs. En tout cas, à Querétaro, nous, on est convaincus de la place indispensable des artistes dans la société, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette petite présentation, c'est de partager la façon dont on a embrassé cette question de la place de la culture en période de crise, de confinement, de changement radical de nos modes de vie, de nos modes opératoires avec nos publics, apprenants et publics culturels. Et du coup, de vous partager les stratégies ou la méthodologie qu'on a adoptée, sachant qu'on est comme tout le monde, on avance en marchant, on expérimente beaucoup. La première chose, peut-être, avant de commencer, pour vous situer rapidement l'Alliance française de Querétaro, nous appartenons au très beau réseau mexicain, 32 alliances françaises au Mexique. Nous sommes une alliance, disons, de taille intermédiaire. Je vous donne quelques chiffres ici, mais environ 800 élèves différents par an en interne, 750 candidats aux examens DELF-DALF. Nous sommes aujourd'hui répartis sur 3 succursales dans une grande ville de 2 millions d'habitants, avec une équipe de taille moyenne également, 25 professeurs, 10 personnes à l'administration. Sur le volet culture et communication, on a une personne à temps plein et un service civique. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de l'échelle de notre alliance. Et puis, depuis 2 ans et demi, je n'arrive pas à... Vous m'entendez bien ? Attendez, hop là. Oui, très bien, ça fonctionne. Ok, j'ai eu un petit souci avec le PDF, pardon. Et donc, depuis 2 ans et demi, nous avons fait le choix de renforcer la politique culturelle de l'Alliance et d'en faire un des éléments différenciateurs de notre établissement et de notre offre. On a ainsi doublé le nombre d'événements culturels, passant à plus d'une centaine par an, augmentant de facto considérablement notre audience. L'objectif étant de positionner l'Alliance française comme un acteur culturel, sinon incontournable, du moins très crédible, dans une ville avec une offre et une demande culturelle importante. On est au nord de Ciudad de México. On a une très forte présence donc de personnes qui viennent de la capitale vivre ici. On a une communauté française très importante. On estime à peu près 2000 Français. Et on a aussi un public culturel. Donc, on a vraiment cette volonté de développer ce volet-là. On a aussi développé depuis 2 ans un programme de résidence d'artistes de manière plutôt informelle. On n'est pas la Villa Querétaro, mais qui nous a permis de nous singulariser et d'accueillir, par exemple, en 2019, 10 artistes en résidence pour environ 240 jours de présence, c'est-à-dire plus de la moitié de l'année avec une présence artistique dans nos murs. Tout cela, évidemment, à budget constant. Tous nos projets s'appuyant principalement sur une stratégie de levée de fonds, de réponse à des appels à projets ou à candidature et de construction bilatérale avec des partenaires français et des partenaires mexicains. Quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'on a réellement misé sur la présence des artistes et puis sur l'interconnexion entre les activités pédagogiques de l'Alliance française et son œuvre culturelle. Ça veut donc dire que la culture, pour nous, elle est quotidiennement présente dans nos activités.
Concrètement, lorsque les autorités locales annoncent que les établissements éducatifs au Mexique, dont nous faisons partie, sont contraints de fermer leurs portes au public le mardi 17 mars, on est à la moitié du mois de mars, à la moitié de notre mois de la francophonie. On avait prévu plus d'une vingtaine d'activités. Donc, ça nous met un petit coup d'arrêt. Et évidemment, parallèlement à ce que font toutes les alliances françaises à ce moment-là, c'est-à-dire essayer de mettre en œuvre rapidement des solutions pédagogiques à distance pour maintenir les cours, on se dit aussi qu'il faut assurer la continuité culturelle de nos activités. Nous sommes donc le mardi et le vendredi, nous devions organiser la 2e édition de notre Nuit de la Poésie et accueillir une trentaine de poètes mexicains et quasiment 10 francophones. Donc, premiers objectifs, maintenir l'événement à tout prix. Trouver un format adéquat pour respecter le plus possible la forme originale, c'est-à-dire la durée et le principe de programme avec un enchaînement de propositions. Donc, ça a été simple. On a demandé à tous les artistes prévus qui le souhaitaient et qui en avaient le temps de nous envoyer une vidéo. On a programmé celle-ci toutes les 15 minutes environ sur notre page Facebook et sur celle de la Nuit de la Poésie Querétaro. Et au final, on a accueilli une quinzaine de poètes, dont 2 francophones. La soirée a bel et bien duré de 19h30 à minuit et demi. Et c'est l'avantage des réseaux sociaux, puisqu'on peut tout savoir. On a eu au final une belle fréquentation. Ça veut dire que sur l'ensemble des vidéos diffusées, et ça rien que sur la durée de l'événement, on a eu environ 3500 vues et 150 partages de vidéos. Et l'avantage supplémentaire, c'est que ces vidéos continuent d'exister et d'être vues. Donc, je ne vais pas vérifier, mais on continue à avoir de la visibilité sur cet événement. Donc, cette première expérience réussie, donc là, je vous donne un petit exemple de comment la présentation était avec le poète Frédéric Dumont qui nous a fait l'amitié de nous faire une vidéo spécifiquement pour l'événement. Donc, cette première expérience réussie nous a convaincus de la viabilité de la forme digitale et on a donc décidé rapidement de mettre en œuvre, et encore une fois, toute proportion gardée, une forme de saison culturelle digitale. Et on a d'abord commencé par communiquer sur cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire création d'une véritable stratégie de communication, d'une planification, d'une différenciation des contenus selon les médias sociaux utilisés et la mise en place d'un hashtag Mi Alianza Francesa en Casa, encore une fois avec l'unique objectif de capter l'ensemble de la communauté Alliance française, c'est-à-dire nos apprenants, nos amis, notre public culturel, nos partenaires, pour leur démontrer quoi? Que l'Alliance française ne s'arrêterait pas de fonctionner, au contraire, durant cette période. Donc là, je vous mets quelques exemples de visuels sur les différentes propositions que nous allons ouvrir ou que nous allions ouvrir en littérature, en cinéma, en musique, etc. Alors avant peut-être de vous donner d'autres exemples plus concrets de ce que nous mettons en place depuis 3 semaines environ, je voudrais aussi préciser, mais vous le savez, que tout projet a ses freins et qu'il faut, je pense, les avoir en tête malgré tout avant de se lancer. Et moi, je voudrais apporter avant tout quand même quelques nuances et témoigner des limites de cet exercice de programmation culturelle digitale à distance qui, me semble-t-il, sont importantes à prendre en compte. D'abord, je dirais l'épuisement possible dans la durée de nous et de nos publics. C'est-à-dire que nous sommes à la 3e ou 4e semaine de confinement. On a encore une forme d'enthousiasme, on a passé une bonne partie de notre temps derrière l'ordinateur. On est tous très heureux de l'ouverture en accès libre de plein de ressources culturelles pour lire de la BD, regarder de l'opéra, des concerts. Et quid de tout ça dans 2-3 mois, si on est, et on le sera très probablement, encore en confinement. C'est pourquoi je crois que cette question, elle est vraiment à prendre en compte dans les formats qu'on peut proposer, dans le rythme aussi des propositions qu'on formule. Quand je vois que l'Alliance française de Paris propose 2 rendez-vous par semaine, ça me semble super. Je pense que c'est le bon niveau de rythme aussi pour mobiliser les étudiants. Nous, aujourd'hui, on n'est pas sur toutes les propositions interactives, mais on propose quand même quelque chose de nouveau une fois par jour. À voir si on tient dans la durée. Enfin voilà, je pense que cette question du format à proposer, elle est vraiment essentielle. La deuxième limite que je vois, et qui est probablement l'une des plus notables, c'est celle économique. Et ce, à double titre. Tout d'abord, pour les artistes.
parce que personne n'est épargné dans cette crise, mais s'il y a bien un secteur qui souffre et qui va beaucoup souffrir, c'est le secteur artistique et culturel. Donc, il faut faire très attention, parce qu'on se rend compte d'un coup qu'en période de crise, on a besoin de culture, on a besoin d'art, à ne pas demander aux artistes de jouer les bienfaiteurs bénévoles en créant gratuitement ou en partageant leurs œuvres sans demander ni de droits ni de rémunération, ou même de jouer les animateurs de nos journées confinées. Donc, c'est un point très important. Je vous invite vraiment d'ailleurs aussi à lire le texte de Thibaut Croisy dans le Monde Diplo de cette semaine, qui s'appelle « La catastrophe comme produit culturel », et qui vient un peu bousculer, un peu nous interroger sur ce qu'on est en train de vivre et de faire, surtout au niveau culturel, sur les dangers de la mise en place un peu de cette culture de salon. Voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi d'autres perspectives. Par ailleurs, l'autre dilemme économique, qui est le corollaire du premier, c'est que les alliances françaises sont, sinon toutes, je pense une grande majorité, dans une fragilité financière sans conséquence aujourd'hui, avec beaucoup d'incertitudes sur le maintien des cours, et que dans ce contexte, le budget culturel, qui est déjà souvent très faible, est susceptible d'être supprimé. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'activité culturelle, d'accueil de spectacles, d'accueil d'artistes, mais très certainement jusqu'à la fin de l'année civile. Et quel directeur ira au charbon auprès de son conseil d'administration pour justifier des projets culturels en octobre ou en novembre, Inch'Allah, si son budget est en déficit, parce que 30 ou 40% des élèves ont été perdus pendant 4 ou 6 mois? Personne. Alors du coup, c'est double peine pour les artistes, à moins que nous réfléchissions aussi à un modèle de solidarité, de plan de relance pour les artistes, et ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de s'interroger sur ces questions-là. Et par ailleurs, la troisième limite que je vois, c'est celle de l'expérience, tout simplement. Si nous, à Querétaro, on a fait le choix d'inviter des artistes pour avoir quasiment sur les 3/4 de l'année des artistes en présence, en contact avec le public, avec d'autres artistes, avec les apprenants, c'est qu'on sait l'importance de la relation à l'autre dans une expérience artistique, quelle qu'elle soit, un concert, un spectacle, une performance. Et cette question de l'expérience, elle doit animer toute notre réflexion sur les propositions que nous pourrons mener à l'échelle digitale. Alors, avec tout ça en tête, et comme on est de toute façon motivé comme jamais à Querétaro, et qu'on pense qu'il n'y a qu'en faisant, en essayant, qu'on avance, mais qu'on apprend aussi, on a décidé d'expérimenter plusieurs formes. Évidemment, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On partage toutes les ressources intéressantes en accès libre et on continue à faire ce travail de relais, d'intermédiaire, même si je crois réellement en la capacité de nos publics, les apprenants, la communauté française, à aller chercher ça et là les infos sur la diffusion gratuite du Lac des Cygnes, sur les films et les séries françaises sympas sur Netflix, etc. Mais on le fait, on partage. Malgré tout, on a décidé d'articuler notre offre culturelle en ligne autour de 2 axes. Premier axe, organiser des événements en ligne avec ou sans interaction directe. Et deuxième axe, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, produire et diffuser nos propres contenus. Alors, quelques exemples d'événements en ligne avec ou sans interaction directe. On a essayé de mettre en place un café culturel virtuel autour de la culture française, une sorte d'atelier de conversation. On l'a fait très très vite, succès très très relatif, mais on va continuer à essayer de le proposer. J'ai ensuite proposé une conférence sur les 10 bonnes raisons autres que le confinement de se mettre à la lecture, parce qu'il ne faut pas attendre d'être confiné pour ouvrir un bouquin, avec une audience cette fois-ci un peu plus encourageante. Ces 2 propositions, clairement, ça a été l'occasion pour nous aussi d'essayer les outils. Est-ce que c'est Zoom? Est-ce que c'est JoinMe? Est-ce que c'est Jitsi? Pour évaluer aussi quels sont les outils les plus appropriés selon les propositions. Mais aussi, surtout, évaluer la réponse du public, les temps de la journée de disponibilité de ce public. Parce que c'est pas parce qu'on est confiné toute la journée qu'on a forcément 1 heure à consacrer pour écouter une conférence à 10 heures du matin. Donc, ça nous permet de tester et de nous ajuster. La question aussi est quel public on vise, et à quel moment d'ailleurs, mais quel public on vise. Dimanche dernier, par exemple, on a proposé un domingo familiar, c'est-à-dire un dimanche en famille, un rendez-vous qu'on veut désormais hebdomadaire, c'est-à-dire un dimanche en famille à 11 heures,
35, 45 minutes, peut-être 1 heure maximum, mais avec de l'interactivité. Et là, on a utilisé Facebook Live. Ici, précisément, c'était donc un réalisateur mexicain, Robin Raúl Morales, d'un film diffusé sur la plateforme du My French Film Festival, hein, Le Tigre sans rayures, film produit en France. Pendant le Facebook Live, il a présenté son film, il a lu le conte, puisque le conte a été non seulement édité en français en France par Bayard, mais aussi ici au Mexique. On a partagé sur notre page Facebook aussi des coloriages de son personnage, et puis il a répondu à des questions via le chat. Ça a été une expérience vraiment réussie. Des dizaines de personnes ont suivi en direct la proposition. 11 heures du matin semblait être une heure qui convenait cette fois-ci aux familles. Et cette vidéo, bien évidemment, elle continue d'exister. Donc là, depuis dimanche dernier, c'est-à-dire depuis 5 jours, on a eu un peu plus de 1300 vues et de nombreux partages aussi sur différentes pages Facebook. Et ça, c'est intéressant, la capitalisation possible de nos actions dans le temps. Hein, comment on capitalise sur ce qu'on fait. Et là, on ne lui demande pas de produire à nouveau l'artiste, on lui demande de partager une expérience, de rencontrer le public, on ne lui demande pas de créer gratuitement quelque chose, mais simplement d'aller à la rencontre du public. Donc, on va réitérer cette proposition chaque dimanche, puisqu'elle a fonctionné. Celui qui vient dimanche prochain, ce sera donc une recette de pain perdu et de brunch à la française en Facebook Live à faire avec ses enfants, assurée par notre chargé de com et de culture. La semaine prochaine, ce sera certainement une lecture de contes et d'histoires en français et en espagnol, etc., etc., hein, puisqu'on essaye d'inventer et d'avancer chaque fois différemment. On a aussi des artistes qui nous font, alors voilà, là je vous donne simplement l'exemple, hein, c'était les retours et l'interactivité via les réseaux. On a aussi des artistes qui nous font l'amitié de partager un moment avec notre public. Demain, par exemple, et pendant 4 vendredis soirs, Jean-Sébastien Ruyer, un artiste plasticien français qui vit à Mexico, qu'on a invité l'an dernier à présenter une exposition, à produire une exposition dans un des musées de la ville. Il est aussi DJ, sous le nom donc, de Dr Ginseng, et il nous fait l'amitié de faire un apéro mix en live demain à partir de 19h et pendant 4 samedis de suite. Voilà, une façon d'animer autrement nos réseaux. Autre exemple, Mario Maeso, un chanteur franco-uruguayen qui vit à Barcelone et qu'on avait accueilli fin 2017, va nous faire aussi l'amitié de faire un micro-concert en live de chansons françaises et de chansons espagnoles. Ça, ce sera samedi. Donc, chaque semaine, on essaie de trouver 2 nouvelles idées. Deuxième axe sur lequel on met beaucoup nos efforts, c'est la production des contenus. Alors, pourquoi? Parce que justement, je pense qu'il est temps d'inventer, d'expérimenter, et aussi parce que c'est une forme pour nous de respect de notre public, de lui proposer des choses spécifiques pour lui. Mais encore une fois, et là je reviens à ce que je disais précédemment sur les artistes, on ne va pas demander aux artistes, puisqu'on n'a pas le budget correspondant, de créer pour nous. Il s'agit plutôt donc de travailler sur nos fidélités artistiques, c'est-à-dire de faire appel aux artistes qui, dans un premier temps, ont été invités ici à Querétaro, et il est déjà prévu, si la période dure, d'élargir ce cercle à d'autres artistes rencontrés en d'autres lieux, en d'autres temps, à nous offrir un petit quelque chose. On a déjà produit 2 programmes Made in Querétaro, disons. Le premier, c'est celui-ci, c'est un podcast qui s'appelle Querétaro vu par. Donc, chaque lundi, on invite un artiste venu à Querétaro dans les 2 dernières années à partager son expérience de la ville, à témoigner de son séjour ici, sur un plan à la fois professionnel, mais aussi personnel. C'est un podcast en français, parce qu'on a décidé aussi d'en faire un outil potentiellement pédagogique. Donc, chaque podcast est accompagné d'une fiche pédagogique réalisée par notre équipe pédagogique à destination des professeurs. Le podcast, il a donc 2 vocations. La première, c'est un contenu culturel qui valorise tout notre travail depuis 2 ans, en forme de remerciement, aussi bien aux artistes, mais aussi aux partenaires qui nous ont accompagnés sur ces projets, et un support ou une ressource à caractère pédagogique. Et puis, bien évidemment, comme on est dans le partage, on ouvre ces ressources à qui le veut, prioritairement, bien évidemment, aux professeurs de l'Alliance française,
de Querétaro, mais à tous les professeurs de Querétaro, et puis à ceux qui voudraient aussi s'en servir par ailleurs. On en est au deuxième podcast, hein, la première invitée étant Pierre Labatte lundi dernier, et ce lundi, Fabienne Gilbert-Burgoa. On a eu plus de 130 écoutes pour le premier podcast sur une semaine, ce qui est plutôt intéressant. Et en termes de production, c'est simple. L'artiste, il s'enregistre avec un téléphone, par exemple, parce que ça marche très très bien, à partir d'une série de thèmes ou de questions que je lui transmets, 7-8 questions. Il m'envoie le tout. Ensuite, j'en ai pour 1 heure, 1 heure et demie de montage sur un logiciel. Alors moi, j'utilise Premiere, mais il y a des logiciels gratuits comme Audacity qui vous permettent de monter du son. On fait une petite introduction, un petit jingle avec une musique libre de droit sur Free Music Archive. C'est vraiment très facile. Et hop, on le met en ligne. Donc, c'est vraiment très, très simple à monter et c'est une forme qu'on peut déployer de 1001 façons. Deuxième exemple, donc là, je vous montre hein, voilà, la présentation. On l'a mis sur SoundCloud, c'est gratuit. Enfin, voilà, c'est très, très facile. La deuxième capsule qu'on a mis en place, c'est un petit tutoriel vidéo qui s'appelle Dessine-com, où on invite un artiste graphique, un illustrateur, un auteur de bande dessinée, invité dans les 2 dernières années, encore une fois, à Querétaro, à nous apprendre à dessiner l'un de ses personnages ou ce qu'il a envie de faire. C'est une vidéo en français. On se charge de la traduction en interne, du sous-titrage. On fait un petit habillage maison pour rendre la vidéo la plus pro possible. Hein. Donc, je vous mets un exemple là. Vous verrez mes talents de dessinateur. Et on diffuse après largement. Là, en l'occurrence, c'est un contenu que chacun peut utiliser parce qu'il n'est pas focalisé sur Querétaro. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser les sous-titres. Enfin, on n'est pas obligé. Voilà. Donc, c'est vraiment une ressource qui est partageable. Et je crois que si chacun d'entre nous, on produisait une petite capsule de ce type-là, on aurait une quantité mais phénoménale de contenu culturel à partager sur l'ensemble du réseau. Alors, on a évidemment 1001 autres idées dont on mettra en place que quelques-unes. Par exemple, à partir de la semaine prochaine, on aura chaque semaine un photographe qui viendra nous raconter l'histoire d'une de ses photos. Donc, soit un Français qui viendra nous raconter une photo qu'il a prise à Querétaro, ou un Mexicain qui viendra nous raconter une photo qu'il a prise en France, par exemple. Hein. Donc, l'objectif, c'est toujours la même chose, valoriser l'interculturalité, valoriser les échanges et aussi donner, avoir quelque chose d'un peu neuf et d'un peu particulier, on va dire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la forme du podcast sera aussi reprise pour d'autres programmes parce que réellement, c'est un outil formidable, facile à mettre en œuvre, enfin vraiment très, très simple. Et d'ailleurs, pour toutes ces formes qu'on est en train d'essayer, nous sommes en train de travailler à des petites fiches pratiques qui pourraient être partageables, adaptables, et ce, toujours dans le même esprit de mutualisation des bonnes pratiques, d'esprit de solidarité qui nous anime chaque jour. Hein. On est vraiment là-dedans, il faut qu'on soit absolument solidaire et qu'on soit dans le partage. En conclusion, peut-être qu'on pourra mettre un extrait de la vidéo après, mais je ne veux pas sortir de mon PowerPoint. En conclusion, je dirais simplement que cette période, la période qu'on vit, aussi dramatique, je pense, et incertaine soit-elle, nous contraint, mais très probablement de manière positive, hein, à repenser notre manière d'aborder la question culturelle, d'inventer de nouvelles formes, qui sont aujourd'hui des tentatives, des expériences à chacune de nos échelles, mais qui nous permettront demain certainement de faire autrement. Et je crois d'ailleurs que nous devrions vraiment profiter de ce moment, alors de manière globale, hein, évidemment, sur une échelle personnelle et sur d'autres échelles, mais si on reste sur notre sujet de la culture, je crois qu'il serait temps qu'on se mette à réfléchir réellement à ce que voudra dire demain, après la crise, faire de la culture dans nos établissements, IF, AF ou autres. Ce que voudra dire la mobilité artistique dans un contexte où certainement la donne aura changé. Et je crois, et je terminerai d'ailleurs cette intervention par une invitation à toutes celles et à tous ceux que ça pourrait intéresser, que ce serait vraiment pertinent, utile, que soit mis en place à l'échelle de notre grand réseau une plateforme d'échange, de dialogue, et d'y convier des artistes, des chercheurs, des citoyens, des activistes, des pédagogues, pour travailler justement sur ces nouveaux imaginaires à mettre en œuvre aujourd'hui pour demain. Enfin voilà, un petit peu le fruit à la fois de notre travail, c'est-à-dire notre travail dans l'immédiat, et puis de notre réflexion aussi, parce que
je pense qu'il faut absolument penser à demain. Donc, je vous remercie pour votre attention et voilà. Non, merci vraiment à toi, Yann. Je pense qu'on va pouvoir passer un petit extrait. Et je crois qu'on est en train d'assister à un moment historique là, dans nos webinaires, là, parce qu'en fait, on n'a quasiment pas de questions, mais que des compliments sur ton intervention, en disant que c'est formidable, c'est génial, c'est des super idées, il faut absolument qu'on puisse les reprendre. Donc voilà, moi, j'abonde évidemment dans ton sens. Je pense que voilà, plus que jamais, on a besoin de mutualiser, de partager et d'échanger tout ce qu'on fait dans notre grand réseau. Et voilà, vous me voyez aussi arriver avec mes gros sabots, mais IF Prof, voilà, c'est aussi là pour ça, d'un point de vue pédagogique pour les professeurs, mais au niveau culturel et puis de la médiation culturelle, il y a vraiment quelque chose à faire aussi. Et je sais que déjà, tu y es présent. Ça me permet aussi de rappeler qu'on a créé ce groupe qui est déjà suivi par plus de 700 personnes, 800 personnes sur IF Prof. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ce groupe, énormément de choses se partagent. Et je pense que c'est qu'un début, quoi. Donc après, à nous tous de voir, comme tu le disais, comment on peut travailler tous ensemble pour continuer à partager toute cette créativité et ces choses formidables que chacun fait un peu dans son coin, surtout en ce moment de confinement, quoi. Oui, puis je pense que vraiment, il faut aussi se décomplexer par rapport aux outils, par rapport à ce qu'on peut proposer, parce que de toute façon, on a beaucoup d'outils disponibles, faciles à mettre en œuvre. Hein. Encore une fois, nous, on n'a pas d'équipe technique, on n'a pas de régisseur, on n'a pas, voilà, on est trois sur l'ensemble de ça pour à la fois animer les réseaux sur l'aspect communication. Ça, c'est notre personne en service civique qui nous fait ça. Et après, la mise en contact avec les artistes, la réalisation des supports, voilà, tout ça, c'est du homemade, j'ai envie de dire, mais c'est pas si compliqué que ça demande pas beaucoup de technique. Et très sincèrement, rappeler un artiste qui est venu il y a 1 an, il y a 6 mois chez vous en lui disant « ça te dit pas là, de prendre 10 minutes, prendre ton téléphone, de répondre à mes 3 questions sur c'était quoi tes premières impressions à Querétaro, sur la cuisine mexicaine, sur ton projet artistique que tu as mené ici », il vous dit oui avec un grand enthousiasme aussi. Et ça, après, on peut le partager, on peut l'optimiser, on peut le mutualiser. Et je pense qu'on peut effectivement faire des ressources spécifiques pour nos lieux, c'est-à-dire les localiser un petit peu, les rendre mexicains si besoin. Mais il faut aussi créer des ressources qu'on est en capacité de partager. Donc vraiment, moi, je vous invite, vous allez sur la page Facebook de l'Alliance française, tout est mutualisable. Je vous ai mis mon adresse mail ici, si vous voulez me contacter pour quoi que ce soit. Mais vraiment, prenez les ressources, partagez-les, renvoyez-les, pas pour nous faire du flux, mais pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Parce que les 5-6 heures de travail que la production d'une petite capsule nous aura demandé, si ça peut profiter à 20, 30, 40, 100 personnes en plus que celle du réseau purement mexicain ou en tout cas de Querétaro, tant mieux. Enfin, c'est vraiment… Servons-nous parce que justement, on n'a plus que ça, notre créativité, et on le sait bien en plus dans les alliances françaises, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. Donc, il faut les mettre en place. Mais rassure-nous, tu rémunères quand même tes équipes, que ce soit des équipes pédagogiques qui vont… Bien sûr, tout le monde est rémunéré, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur on est sur de l'énergie humaine, justement. Moi, je déteste d'ailleurs l'idée de ressources humaines, mais peu importe, mais c'est ça, on est sur de l'humain. Donc, il faut faire de l'humain parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de préserver nos structures aujourd'hui, de faire face à cette situation-là et de nous différencier dans un marché, on le sait, qui est déjà concurrentiel, mais avec ce passage en digital, il faut qu'on fasse très attention. Donc, qu'est-ce qui fait notre différence, nous, en tant qu'Alliance ou en tant qu'Institut français? C'est justement ça, c'est notre capacité à rendre humaines toutes nos expériences. Pourquoi tu vas dans une salle de classe? Parce que tu as envie de discuter avec un professeur français ou francophone, parce que tu as envie de vivre une expérience. Pourquoi tu vas à un spectacle? C'est la même chose. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus et il faut qu'on le fasse de la manière la plus intelligente possible. Respectons notre public, respectons nos artistes et on avancera comme ça de la meilleure des manières, je pense.
Très bien, bah, merci beaucoup. Donc, je remets le contact de Yann pour ceux d'entre vous qui voudraient le contacter après ce webinaire. Mais en tout cas, voilà, on mettra sa présentation aussi disponible sur IFProf et on vous invite à aller visiter la page Facebook de Querétaro, de l'Alliance française de Querétaro. Est-ce que tu veux qu'on mette juste l'extrait de la vidéo, peut-être? Alors, on peut regarder. Bah, j'ai un autre, comme on va dépasser le temps, moi je pense que on va inviter les gens, je pense, à aller la visionner sur ta page Facebook. Ok, très bien. Parce que, voilà, en plus, ça vous fera des vues au passage. Hein, donc, c'est toujours bon à prendre. Parfait. Super. Mais c'était voilà, sur le Dessiné-Com, hein, c'était vraiment une super petite vidéo. Moi, je l'ai montré à mes filles. Je l'ai montré à mes 2 petites filles, elles se sont empressées de reproduire les dessins. Donc, voilà, et surveillez aujourd'hui, on aura du coup Guillaume Long, un auteur de BD extraordinaire, qui va nous montrer comment il dessine son petit personnage qui s'appelle Tétine Man. Donc là, c'est pour les tout petits, et c'est très très sympa. Ce sera en ligne dans quelques heures. Bon, génial. Et du coup, bah, ça me permet avant de parler de Culture Tech, vraiment merci encore à toi, Yann. De toute façon, on te retrouvera à la fin pour saluer notre public et peut-être répondre encore à 2-3 questions. Donc moi, on a reçu un témoignage justement ce matin de notre collègue de l'Alliance française de Safi. Alors, je vais essayer de vous passer sa vidéo si ça fonctionne. Hop, alors attendez, je vais voir si ça marche. Hop. Je crois que j'ai un petit problème technique, malheureusement. Bon, je vais essayer de vous la repasser à la fin éventuellement parce que là, de mon côté, j'ai un petit souci technique. Bref, mais bon, en tout cas, je vais peut-être du coup demander à Marie-Charlotte de nous rejoindre, si tu es là. Je suis là. Formidable, voilà. Pour nous parler donc de Culture Tech et de ces ressources qu'on peut trouver sur Culture Tech pour justement accompagner vos actions de médiation et en particulier en classe. Voilà, à toi. Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Je vais ouvrir ma présentation. Donc, je suis Marie-Charlotte Baoudour et je fais partie de l'équipe Culture Tech avec Guillaume Fabienne Iréré. Et nous travaillons tous les deux à gérer et animer cette plateforme, cette médiathèque numérique que nous mettons à disposition. J'espère que vous voyez tous. Voilà. Donc, Culture Tech est une... Voilà, je comprends comment ça fonctionne. Donc, Culture Tech, c'est la médiathèque numérique qui est un des dispositifs de l'Institut français de Paris qui est inclus dans les autres dispositifs du pôle langue française. C'est une médiathèque numérique qui existe depuis 2013 et qui est mise à disposition des alliances françaises et des instituts français dans le monde. Elle est gratuitement mise à disposition de ce réseau culturel français et elle est réservée aux membres des alliances françaises et des instituts français. Par membre, on entend personne qui a souscrit une inscription à une médiathèque ou bien qui a souscrit à une offre de cours. Donc, depuis le départ, Culture Tech est une plateforme qui répond, c'est-à-dire hors problématique de confinement, c'est une plateforme qui répond aux problématiques liées aux publics éloignés, à l'accès des ressources et aussi aux usages numériques des publics que le réseau culturel sert. C'est-à-dire que cette plateforme en fait propose plus de 200 000 ressources culturelles numériques. Ça va de la presse en passant par la littérature, la musique également. Vous pouvez aussi trouver des vidéos. Les ressources sont pour tous les publics. Il y a des albums jeunesse, par exemple, la bande dessinée, et vous pouvez aussi trouver des livres audio ainsi que des podcasts, notamment les émissions de Radio France qui sont diffusées depuis quelques semaines. Les accès à ces ressources sont possibles à partir du moment où l'on est connecté et où on bénéficie d'une connexion Internet. Sur tous les supports, ordinateurs, tablettes et mobiles, ainsi que liseuse pour tout ce qui est littérature.
en tout temps. Aucune ressource n'est hébergée sur CultureTech, mais les ressources sont consultables en streaming sur les sites internet des fournisseurs de contenu. Donc à partir du moment où les apprenants, les classes, les publics ont une connexion internet, les ressources sont accessibles à n'importe quel moment. Et répondre du coup aux usages numériques des publics, c'est permettre de donner accès à des ressources culturelles qui sont parfois difficilement accessibles dans les contextes divers dans lesquels vous vous trouvez, où nos publics se trouvent. C'est aussi répondre à leurs besoins et à leurs habitudes en matière d'apprentissage, de communication, d'accès à l'information, puisque ces contenus permettent sur CultureTech, c'est une plateforme qui permet en fait d'avoir accès à tout ça, mais aussi de poursuivre son apprentissage du français et de pouvoir partager des ressources avec d'autres, de pouvoir commenter aussi sur la plateforme et de partager des liens pour rester en contact et nourrir justement ce lien-là. Et c'est tout à fait utile, notamment dans une classe. Alors, cette plateforme a vocation à proposer un environnement culturel francophone numérique à un public principalement d'apprenants, un public qui est aussi de plus en plus jeune. C'est une plateforme qui vise à soutenir, par la mise à disposition de ressources brutes, authentiques et actuelles, l'apprentissage du français. Donc, une grosse partie des ressources sont effectivement culturelles. On va trouver des quotidiens, par exemple, des romans, et une partie de nos ressources qui sont adaptées à l'apprentissage du FLE et que je vous présenterai ensuite, pas en détail, mais un petit peu. Sur CultureTech, on essaye aussi de proposer, toujours dans cette démarche de soutenir l'apprentissage et l'enseignement du français, de proposer une médiation, c'est-à-dire comment est-ce que ces ressources numériques finalement peuvent s'insérer dans une classe, peuvent s'insérer dans une pratique d'apprentissage. Le numérique, il ne suffit pas juste de fournir des accès en fait à des publics pour que tout fonctionne sur des roulettes, mais donc nous, notre action à l'Institut français consiste à proposer justement des programmes culturels et de soutenir aussi les programmes culturels adaptés à une situation de classe. Et donc l'idée, c'est vraiment de croiser le culturel avec des situations linguistiques, des situations éducatives et pédagogiques, puisqu'on sait que le culturel est irrigué des questions de la langue française. C'est parce qu'on parle une langue, qu'on la maîtrise, qu'on la comprend, que l'on peut accéder à des œuvres, au travail des artistes et à des formats culturels. Et dans un même mouvement, c'est le culturel, les pratiques culturelles sont aussi un moteur de motivation pour l'apprentissage de la langue. Voilà, et donc pour terminer sur cet aspect-là aussi, CultureTech, tout notre travail vise aussi à donner une place plus grande à l'apprenant, et pas seulement à l'apprenant, en fait, à tous les professionnels qui travaillent CultureTech, puisqu'en fait, CultureTech est diffusée par les alliances françaises et les instituts français dans le monde, et que c'est une plateforme qui est gérée localement, par pays. Ça veut dire que chaque pays peut s'approprier en fait l'éditorialisation et par éditorialisation, j'entends quel contenu on valorise, quelles ressources on va valoriser sur cette plateforme. Et la place peut être donnée par le fait d'intégrer vos propres productions de contenu. Donc, Yann parlait de podcast, par exemple. Tout type de contenu peut être intégré sur CultureTech, de la vidéo, de l'audio et de l'écrit aussi, notamment par les PDF ou les EPUB. Il y a des fonctionnalités de blog et d'éditorialisation, comme sur un site internet, qui permettent de créer des pages, en plus de mettre en avant certains types de ressources. Donc voilà le panorama un peu de ce que permet de faire CultureTech un peu historiquement, traditionnellement. Et dans le cadre, nous, de ce confinement, on a décidé d'ouvrir, on a décidé plusieurs choses, d'ouvrir des accès, d'accompagner en fait la circulation d'accès, l'ouverture en fait aux ressources numériques qui a eu lieu un peu partout et dans le monde, notamment en France,
en ouvrant des accès jusqu'au 30 mai à cette plateforme, donc au public des Alliances françaises et des instituts français. C'est une des premières mesures que l'on a souhaité pour justement aussi accompagner en fait les fermetures des médiathèques, des centres de langue, pouvoir donner, être un appui en fait et un relais à nos collègues du réseau dans cette période-là. Donc ça veut dire que tous ces contenus sont accessibles jusqu'au 30 mai. Et puis par ailleurs sur Culture Tech, ce que l'on a fait dans le cadre de ce confinement, c'est de mettre en avant des ressources qui sont utilisables et qui sont utiles à la fois dans des situations de cours à distance, mais aussi pour les apprenants chez eux, tout seuls, devant les ressources. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Et puis nous, le dernier point que je voudrais vous présenter, c'est les programmes que l'on met en place et qui sont toujours en fait actifs là, le temps de ce confinement pendant cette crise sanitaire, des programmes de médiation culturelle à destination de vos publics. Et je terminerai ma présentation par le témoignage de l'ambassade de France au Brésil, Marion, qui nous présentera une déclinaison d'une action culturelle qui se passe également via Culture Tech. Donc, pour commencer sur les ressources que nous mettons en avant, il y a notamment et de façon assez évidente les livres en français facile. Je vous disais au départ que les ressources qui sont mises à disposition sur Culture Tech sont des ressources brutes. Elles ne sont pas accompagnées de matériel pédagogique ou didactique. En revanche, certaines, sous l'onglet « Apprendre », sont directement sont pédagogisées. Donc, il y a notamment les livres en français facile de nombreux éditeurs FLE. Il y a des modules d'apprentissage, vous voyez là le visuel de français langue étrangère, qui permettent en ligne, en classe ou tout seul pour l'apprenant de travailler soit sur du vocabulaire ou le français des affaires, et pour des niveaux qui vont de A1 jusqu'à B2. B1, B2. Il y a aussi les livres audio. Je vous ai parlé des livres audio tout au départ. Il y a deux sortes en fait de formats audio. Là, vous voyez les livres audio qui sont pour la jeunesse. Ce sont des albums jeunesse qui peuvent être lus en plein écran et la piste audio peut être activée. Il y a des fonctionnalités sur chaque album qui permettent d'accélérer ou de réduire la vitesse de prononciation de ce texte. Et chaque album jeunesse est désormais accompagné d'activités, des activités de compréhension et aussi des activités de production autour de l'histoire et des thématiques. Et il y a plus de 1000 albums disponibles sur Culture Tech et qui sont assez bien faits, notamment dans les métadonnées qui les accompagnent, parce que vous pouvez les retrouver par thématique, par niveau de langue, par âge ou de public, et par aussi type d'activité que l'on peut faire avec. Et puis, les podcasts de France Culture, pour l'instant, et plus globalement de Radio France, qui vont nous rejoindre, que l'on a souhaité mettre en avant aussi pour cette période-là. Enfin, il se trouve que ce n'était pas lié, mais... Et on a mis, du coup, dans un onglet, dans une page dédiée l'école à la maison, tout un ensemble de ressources culturelles qui sont disponibles et qui peuvent être utilisées à l'heure actuelle en classe ou à la maison. Je vous disais, nous proposons sur Culture Tech à l'Institut français des projets qu'on appelle langue culture, donc qui croisent langue et culture. Je vais vous en présenter trois. Je commence par les pépites internationales. Donc là, l'idée, c'est d'introduire dans les classes la création littéraire jeunesse. Donc c'est un partenariat avec le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil qui nous permet de proposer les sélections, donc les livres qui ont été sélectionnés pendant ce salon, de les proposer au public du réseau culturel français à l'étranger. Il y a plusieurs sélections qui vont de la jeunesse, des tout petits jusqu'aux moins petits.
Les albums jeunesse que l'on propose, il y en a 6, sont accompagnés de pistes pédagogiques, de fiches pédagogiques. Donc les albums peuvent être du coup travaillés en classe et sont mis à disposition sur CultureTech. Ainsi que des modules de vote, puisque les pépites, c'est aussi un vote, et que à l'issue de ce vote sont élus les pépites internationales qui sont annoncées en fin du salon qui a lieu au mois de décembre à Montreuil. Un autre projet Langue Culture, et en plus je chante en français, là l'idée c'est d'introduire, de faire connaître la musique, d'introduire la musique dans l'apprentissage du français, avec la création musicale francophone. Chaque chanson qui est proposée donc, est accompagnée d'un matériel pédagogique aussi, des fiches pédagogiques pour apprenants et pour enseignants. Et chaque chanson est disponible à la fois sur une application, donc on peut retrouver toutes, il y en a quelques dizaines maintenant de chansons qui sont proposées, et sont aussi disponibles sur CultureTech. En fait, toutes les chansons font partie du catalogue CultureTech. Donc, à partir du moment où vous êtes abonné à CultureTech, vous avez aussi accès à tout ce catalogue. Et puis, le prix littéraire hors concours, qui est un prix littéraire qui existe depuis 2017 et qui se concentre sur la littérature francophone indépendante, donc les petits éditeurs. L'idée, c'est de faire connaître ces éditeurs francophones, pas uniquement en France, au public le plus grand, et puis de valoriser cette création littéraire. C'est un public qui a une déclinaison professionnelle, le jury est professionnel, et une déclinaison grand public, et qui se déroule en 2 temps. Et les livres sont en 2 temps, c'est-à-dire il y a une première sélection d'extraits qui sont disponibles sur CultureTech, et ensuite la deuxième sélection avec les 5 finalistes, et les livres sont également disponibles sur CultureTech. L'idée aussi de ce concours, c'est de proposer une déclinaison dans les lycées, avec le prix hors concours des lycéens. Donc pour initier les lycéens à la création, à la critique littéraire, donc à l'écriture de ce format-là, de ce genre-là, en proposant un travail, un accompagnement en fait avec les auteurs, les écrivains, soit par des déplacements en présentiel ou par le biais de visioconférences. Je vous présente en fait ces 3 types de partenariats que nous mettons en place et que nous mettons à disposition du réseau. À chaque fois, ces partenariats peuvent être, ces dispositifs peuvent être directement, vous pouvez directement vous les approprier tels quels, puisqu'ils sont accompagnés d'un kit de communication, de tout un matériel pédagogique, mais c'est également en fait des formats que vous pouvez décliner en fonction de vos propres contextes, de vos propres objectifs, puisque comme les œuvres sont disponibles sur CultureTech, vous pouvez après choisir soit de partir sur des œuvres qui sont pas dans ces sélections, de créer vos propres concours. Enfin, ce sont en fait des formats qui sont adaptables à vos propres problématiques. Et alors, en temps de confinement, que font les médiathèques, les centres de langue du réseau culturel avec CultureTech pour continuer de tisser ce lien culturel et linguistique éducatif? Tout un ensemble de programmes qui existaient déjà. Donc, vous voyez Francomix, qui est à Lyon en Allemagne et qui propose aux élèves, aux lycéens de travailler sur la bande dessinée, des bandes dessinées qui sont donc disponibles sur CultureTech, je ne cesse pas de le répéter, et qui permettent aussi de mettre un pied dans la traduction, dans l'écriture, dans la scénarisation, et d'élire leur bande dessinée préférée, qui est annoncée ensuite au Salon du Livre en Allemagne. Et la bande dessinée qui est justement élue est ensuite traduite par un éditeur allemand, traduite en allemand. Le prix des lycéens francophones de Turquie aussi, et la déclinaison du prix Goncourt pour tout un ensemble de pays. Donc là, j'ai mis le prix Goncourt Italie, mais l'idée, c'est de travailler aussi autour de la dernière sélection des prix Goncourt de chaque année,
Et ce sont des formats qui vous permettent de travailler en fait avec des publics assez variés. Et Marion va justement nous expliquer comment eux ont mis ça en place au Brésil, donc juste après. Et donc pendant et je termine par ça, pendant cette période de confinement, une partie des médiathèques et des centres ont transféré leurs activités, comme l'a montré Yann, ont transféré une partie de leurs activités en ligne, donc avec des ateliers d'écriture, de chansons et de traduction, avec des œuvres qui sont sur Culture Tech. Mettre en place aussi des groupes de discussion, des conférences. Et je termine juste en disant que tout ce qui est effectivement produit pendant cette période de confinement peut être mis à disposition sur Culture Tech et partagé avec vos publics, si c'est votre souhait seulement, ou bien avec les publics du monde entier de Culture Tech. Voilà. Je vais donc passer à la petite vidéo de Marion. Alors. Ah mince, j'ai le même problème. Bonjour, je suis Marion Craix du bureau du livre de l'ambassade de France. Je retire. Martin, est-ce que tu sais si je peux juste mettre l'audio? L'audio, non, je pense que ça va pas marcher. Bon, bah, c'est dommage. Mais ouais, on a des petits problèmes, des petits soucis techniques aujourd'hui avec le chargement de certaines vidéos. C'est un peu embêtant. Mais ce n'est pas grave. On va pouvoir, de toute façon, vous les partager après ce webinaire, de toute manière, avec tout ce qui est documents complémentaires sur IFProf. Donc, je pense qu'on va devoir se contenter de ça. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est un peu capricieux, les le logiciel, malheureusement. Parce que voilà, donc l'idée, c'est qu'à chaque webinaire, chaque semaine, on vous propose aussi des témoignages vidéo qui nous viennent justement du réseau, de nos collègues des alliances. Oui, apparemment, alors les gens disent que la vidéo fonctionnait, mais le problème, c'est que le visage de notre intervenante n'est pas dans le bon sens. Donc, c'est un petit souci. Mais du coup, on vous mettra tout ça à disposition et puis on les mettra aussi sur notre chaîne YouTube parce que c'est vraiment, vraiment des super… Je peux partager mon écran, Martin, je peux essayer de faire ça. Tu peux essayer de faire comme ça? Ouais. On peut tenter le coup, alors, si tu veux. Alors… si je la retrouve, évidemment. Attendez. Je désactive. Ça va, tu t'en sors. Moi, je vais essayer de meubler à ce moment-là pendant que tu… Rappelez peut-être l'offre spéciale pour les inscriptions. Oui, voilà, c'est vrai que donc, je ne sais pas si vous avez vu au tout début de l'intervention de Marie-Charlotte, mais on vous invitait à profiter de l'offre spéciale justement en accès libre et gratuit de Culture Tech. Donc peut-être que dans quelques instants, ça va apparaître sur votre écran. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller. Je pense que ça a été aussi partagé dans le chat, le lien, je crois le voir présent dans le chat. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à y aller. Et puis encore une fois, il y a le groupe où je vous invite vraiment à aller sur IFProf, qui s'appelle donc Coronavirus et FLE, partageons nos solutions et nos idées. Magnifique, formidable. Marion est avec nous. Attendez, pardon. Je lance.
Apparemment, on n'entend pas le son. Donc, ouais, décidément, on a vraiment des soucis techniques aujourd'hui. C'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant pis. On fera autrement. C'est pas grave. Donc, on partagera encore une fois tout ça avec au sein du groupe. Ne vous en faites pas. Et donc, on mettra toutes ces contributions vidéo aussi sur notre chaîne YouTube. Et ça me permet aussi du coup de vous demander. On avait lancé un appel déjà la semaine dernière sur les contributions vidéo, sur le partage de vos idées, de vos solutions, des outils que vous mettez en place chez vous. Ah, bah tiens, il y en a une. Oh là là, bon. Hop, tant pis. Ouais, ça, c'est en train de devenir fou. Donc, je vais vous demander à ce moment-là à mes chers collègues intervenants de se reconnecter. Donc, vous voyez, c'est les joies des webinaires. On partagera tout ça après, de toute façon, vous en faites pas. Et puis, vraiment, je vous remercie encore une fois pour toutes vos interventions. De qualité. C'était vraiment super intéressant. Je pense que ça va continuer à discuter sur le chat. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions même à la fin de ce webinaire parce que ce sera toujours accessible. Et le replay sera évidemment disponible également. Et puis voilà, donc je pense qu'on en a terminé. On a encore explosé le temps. Donc, je pense qu'on ne va pas avoir le temps de répondre à beaucoup de questions. Mais on continue le dialogue, évidemment, sur IFProf. Et puis, vous voyez voilà, sur votre écran les prochains webinaires que nous organisons les semaines qui viennent. Donc, la semaine prochaine, ce sera vraiment très pédagogique et consacré à l'enseignement à distance pour le jeune public, avec nos collègues de Cochabamba en Bolivie et de l'Institut français d'Espagne également à Madrid, qui interviendront, qui nous feront le plaisir d'être parmi nous et de nous proposer leurs solutions pour continuer à enseigner à distance, même à des publics très jeunes. Et on va essayer dans les semaines qui viennent de se projeter vers le futur et de préparer les prochaines sessions d'inscription parce que je sais que c'est vraiment un gros souci pour beaucoup d'entre vous en Alliance, en Institut, pour tout un tas d'établissements, la suite, quoi. Donc voilà, on va essayer de vous accompagner aussi sur ces questions. Et donc vraiment un grand merci à tous. Le tout dernier petit appel que je voulais faire, c'était une offre qui a été lancée par l'Institut français très récemment de formation. Vous pouvez aller sur le site de l'Institut français de Paris parce qu'on a lancé une offre de formation pour justement vous aider à vous former pour animer et concevoir des classes virtuelles, des cours à distance. Donc, allez voir, il y a tous les détails qui sont aussi sur IFProf. Et sur le site de l'Institut français, vous pouvez aller regarder ça. Voilà, ça s'affiche à l'écran également. Donc, voilà, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Donc, on va vous libérer. Merci encore à tous. Si vous avez un dernier mot pour notre public, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci à tous et merci pour vos commentaires. Merci. Et bon courage en tout cas pour la suite et restez bien confinés, restez chez vous et on est tous ensemble de toute façon pour la suite. Voilà. Donc merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir, merci.